Bonjour à tous, vous êtes sur CCTV français et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Dans le sud de la Chine, à Shenzhen, cela fait maintenant 70 heures que le glissement de terrain a eu lieu et les secouristes sont engagés dans une course contre la montre afin de retrouver le plus de survivants possible avant l'échéance du délai de 72 heures après une catastrophe naturelle qui marque le déclin des chances de survie des personnes encore manquantes. Après plus de 20 heures d'opérations d'excavation et de démolition, des secouristes sont parvenus tôt dans la matinée de mercredi à extirper un survivant des décombres. Le rescapé Tian Zhengming est à présent dans un état stationnaire à l'hôpital. Ce matin également, le centre des opérations de sauvetage a donné une conférence de presse pour expliquer ses méthodes. Le site de la catastrophe est divisé en 16 zones de recherche. Des signes de vie sont encore détectés dans 4 de ces zones. La prochaine étape consiste à localiser les bâtiments ensevelis qui ont été déplacés par le glissement de terrain à l'aide de divers équipements techniques. Ils comptent ensuite retirer le toit de ces bâtiments en espérant y trouver plus de survivants. Nous suivons les ordres du Centre de coordination des opérations de sauvetage et notre priorité est clairement de sauver des vies. La chose la plus importante pour les secouristes est de localiser les bâtiments. 14 d'entre eux ont été retrouvés et marqués. Nous poursuivons l'excavation sur d'autres sites. Une fois qu'un immeuble est déterré, nous procédons à une détection et déterminons en fonction de ces résultats le plan de sauvetage à adopter. Restons au même chapitre. Selon le bureau d'assistance face aux catastrophes, mardi à 20 h, plus de 1100 personnes ont été affectées par le glissement de terrain. La plupart d'entre elles sont des migrants travaillant au sein du parc industriel. Ils ont été relogés après la catastrophe. Certains sont rentrés chez eux, d'autres restés avec leurs amis et proches, voire dans des hôtels réservés par leurs entreprises. Le bureau de commandement post-catastrophe déclare que si nécessaire, ils fourniront une assistance pour acheter des billets à ceux qui désirent rentrer chez eux. Ils prennent également des mesures concernant ceux étant touchés par la perte de leur emploi. Tous les travailleurs affectés par la catastrophe, s'ils désirent rester, alors le gouvernement et les départements du travail concernés feront de leur mieux pour les accompagner et les aider à trouver un nouvel emploi. Et nous enchaînons avec de l'actualité internationale. L'armée gouvernementale afghane est engagée dans de lourds combats avec les talibans afin d'empêcher qu'un district clé dans la province du Helmand ne tombe entre les mains des rebelles. La Grande-Bretagne a aussi annoncé qu'elle avait envoyé du personnel militaire dans la province. Les talibans sont à deux doigts de prendre le contrôle total du district de Sangin dans la province du Helmand, alors que la plupart des bâtiments gouvernementaux sont à présent entre leurs mains. La situation est très mauvaise ici. Les habitants d'ici sont en danger et ne peuvent pas rester dans leur maison parce que l'ennemi leur tire dessus. Il y a des rapports divergents concernant qui contrôle le district. Des officiels afghans disent que les forces gouvernementales s'efforcent de tenir le quartier général de la police, ajoutant que des avions militaires ont largué de la nourriture et des munitions aux forces gouvernementales assiégées et que des renforts ont été envoyés. Alors que la province est sur le point de tomber entre les mains talibanes, les Britanniques disent qu'un petit nombre de leurs soldats a été envoyé au Helmand. Ce que nous avons dans le pays, ce sont 450 militaires britanniques. La plupart d'entre eux sont dans ou autour de Kaboul en charge de l'académie de formation des officiers. Nous avons aussi des conseillers au camp Chorabak, qui est juste adjacent au camp Bastion et que nous connaissons tous depuis longtemps, surveillant et conseillant les forces afghanes. Donc nous ne focalisons pas trop sur le fait qu'il y a des forces spéciales britanniques là-bas. Le ministère afghan de l'Intérieur a confirmé le déploiement, disant que les forces britanniques aideraient à conseiller les forces de sécurité afghanes sur des problèmes techniques et autres. Un groupe de soldats britanniques a été déployé à Chorabak dans le Helmand pour participer à la mission Soutien résolu. Ils vont soutenir et aider les forces de sécurité afghanes en tant que conseillers et ne participeront pas aux opérations militaires. Sangin est tombé sous le contrôle des talibans plusieurs fois, depuis que les soldats britanniques se sont retirés du Helmand en 2010. Et les combats ces 6 derniers mois ont fait de nombreuses victimes parmi les forces afghanes et les forces internationales. Les liens entre la Turquie et Israël ont été rompus en 2010 suite à l'incident du Mavi Marmara au cours duquel les forces israéliennes avaient attaqué une flottille internationale tentant de briser le blocus naval imposé par
Israël à Gaza. 10 activistes turcs avaient trouvé la mort dans cette opération. 5 ans plus tard, les deux pays sont prêts à normaliser leurs relations et à rétablir des liens diplomatiques. Les enjeux pour la région sont très importants. Israël et la Turquie formaient auparavant l'une des alliances les plus solides de la région. Après les 5 ans de tensions intenses qui ont succédé à l'incident du Mavi Marmara, les deux pays semblent préparer leurs retrouvailles. Des deux côtés, l'annonce a été faite qu'un accord de normalisation est en cours d'élaboration. Même si l'accord n'a pas encore été conclu, nous travaillons actuellement à l'élaboration d'une première version. Il ne fait aucun doute que le peuple et l'État israélien sont les amis de la Turquie. Nos critiques jusqu'à présent concernaient certaines actions du gouvernement israélien que nous ne pouvons approuver. Cet accord potentiel intervient à un moment critique pour la Turquie, dont les relations avec la Russie se sont sérieusement détériorées. Cette crise fait suite au crash du jet russe provoqué par les troupes turques et pourrait avoir un impact sur les importations énergétiques de la Turquie. Le processus engagé pourrait ouvrir la voie à un accord préparant la construction d'un gazoduc qui relierait le champ gazier du Léviathan à la Turquie. Selon les premières estimations, le projet coûterait environ 1 milliard de dollars. Le bénéfice serait donc mutuel pour les deux pays. Au-delà de ce projet, Israël et la Turquie partagent les mêmes intérêts sécuritaires dans la région. Tous deux prennent part à la guerre contre la terreur et le rétablissement de leurs liens diplomatiques pourrait également conduire à une coopération renforcée en termes d'échange d'armes et de renseignements. L'accord prévoit qu'en échange du dédommagement des familles des victimes turques par Israël, la Turquie renonce à poursuivre en justice les autorités israéliennes. La position de la Turquie par rapport au Hamas reste toutefois problématique. Malgré l'annonce médiatisée de l'interdiction des activités du Hamas en Turquie, le président turc Tayyip Erdogan a reçu à Ankara il y a quelques jours seulement le dirigeant du Hamas Khalid Meshal. Certains y voient là une manœuvre politique d'Erdogan. Cet accord avec Israël a suscité une réaction très forte au sein du parti AK et de ses partisans, plus forte que ce que ses dirigeants avaient prévu. Et ils essaient à présent d'apaiser les esprits. La rencontre avec le dirigeant du Hamas avait pour but de montrer aux partisans que la Turquie et le monde, tout en devenant amis avec Israël, ne cessera pas de soutenir le Hamas. Le principal défi qu'il reste à affronter concerne le blocus de Gaza. Erdogan avait auparavant fait figurer la levée du blocus parmi les conditions préalables à toute normalisation des relations. Cela pourrait devenir ici un élément déterminant. Il est fort peu probable qu'Israël accepte cette requête. La conclusion de cet accord dont les deux pays profiteraient dépend donc de leur capacité à passer outre cette question épineuse. Le Premier ministre turc Ahmet Davutoglu a accusé la Russie d'avoir délibérément lancé une attaque aérienne contre des groupes modérés d'opposition en Syrie. Le Premier ministre a fait cette remarque pendant une conférence de son parti. Il a dit que les actions de la Russie n'affectaient pas l'organisation État islamique, mais ne faisaient qu'affaiblir l'opposition syrienne modérée. Nous condamnons fermement l'attaque aérienne lancée par l'aviation militaire russe dans la région syrienne d'Idlib et qui a eu lieu dimanche dernier. Les Russes ont même visé le bureau du maire et des zones résidentielles pendant l'attaque. Selon le rapport initial, au moins 40 personnes ont été tuées et 35 autres ont été blessées au cours de l'attaque aérienne. Mais selon des responsables de l'opposition, environ 200 personnes ont perdu la vie à cause du raid aérien russe. Dans sa déclaration, M. Davutoglu a dit que la Russie a jusqu'à présent procédé à des bombardements plus de 4000 fois. Cependant, 90% d'entre eux ont visé des groupes modérés d'opposition en Syrie. Moscou a, à plusieurs reprises, nié avoir lancé des attaques aériennes contre l'opposition modérée, qualifiant ces accusations de calomnie pure. Dans le même temps, la Russie a sans cesse accusé la Turquie d'être impliquée dans la contrebande de pétrole avec l'organisation État islamique. Les relations entre les deux pays se sont tendues depuis qu'un bombardier russe a été abattu par l'armée turque le mois dernier. La Russie a imposé des sanctions à la Turquie après cet incident, tandis qu'Ankara envisage à présent d'adopter des contre-mesures. Le gouvernement japonais prévoit un budget record de 800 milliards de dollars pour la prochaine année fiscale. Les dépenses en matière de défense et de sécurité sociale sont les principales raisons de cette hausse. Le budget national du Japon devrait atteindre près de 97 000 milliards de yens, soit environ 800 milliards de dollars pour l'année fiscale 2016.
Les coûts en matière de dépenses devraient dépasser les 5 000 milliards de yens pour la première fois, soit une hausse de 2% par rapport à cette année. Cette hausse servira à renforcer la présence asiatique auprès de l'armée américaine et à acheter du matériel militaire. Le ministre japonais de la Défense a déclaré qu'il achèterait 17 hélicoptères de guerre anti-sous-marins Mitsubishi SH-60K en vue d'accroître la capacité de surveillance de ses forces d'autodéfense maritimes. Le budget de la défense du Japon a connu une hausse chaque année depuis la prise de fonction du Premier ministre Shinzo Abe. Dans le même temps, les coûts en matière de sécurité sociale augmentent également en raison du vieillissement de la population. Ils devraient augmenter de 440 millions de yens en lien avec les dépenses en soins médicaux et pour les personnes âgées, soit près de 32 000 milliards de yens, environ 26 milliards de dollars américains. Et cela compte pour environ 30% des dépenses totales. Le Japon va également augmenter son assistance officielle de développement pour la première fois en 17 ans. Le fonds sera utilisé pour fournir des subventions, pour gérer les réfugiés et soutenir les infrastructures d'exportation des entreprises japonaises. Le projet de budget doit être avalisé par le cabinet jeudi et sera transmis au Parlement pour approbation en début d'année prochaine. La Chine et l'Irak ont convenu de mettre en place un partenariat stratégique à l'occasion de la visite du Premier ministre irakien Haider al-Abadi en Chine. Le président chinois Xi Jinping a rencontré Haider al-Abadi à Beijing ce mardi. Le président a déclaré que les deux pays devraient saisir cette opportunité pour développer leurs relations. Il a exprimé son soutien à l'Irak pour les efforts que le pays fournit afin de maintenir sa souveraineté nationale, son indépendance et son intégrité territoriale. Il a ajouté que la Chine est en faveur des mesures irakiennes visant à préserver la sécurité et la stabilité nationale et que le pays était prêt à coopérer dans ce domaine. L'initiative Une ceinture, une route sera également l'occasion de renforcer la coordination stratégique de la Chine avec l'Irak. Le président Xi a souligné qu'elle serait susceptible d'aider l'Irak à se reconstruire dans des domaines clés tels que l'énergie, les télécommunications et les infrastructures. Les entreprises chinoises seront d'ailleurs encouragées à se joindre à l'initiative et à investir dans de grands projets en Irak. La Chine tient à collaborer pleinement afin de restaurer la paix et la stabilité régionale. Al-Abadi a accueilli les engagements de Xi Jinping avec beaucoup d'enthousiasme et a déclaré que sa visite avait justement pour but de développer les liens et échanges entre les deux peuples. L'Irak accueillera à bras ouverts les entreprises et les investissements chinois. Il a précisé que le pays leur apporterait toute la protection nécessaire. Toujours en Asie, une réunion a eu lieu à Séoul mardi après-midi, marquant ainsi le début des discussions visant à résoudre les différends maritimes entre la Chine et la Corée du Sud. Reportage. Il s'agit là du fruit de décennies d'efforts. La Chine et la Corée du Sud ne connaissent pas de différends territoriaux. De ce que nous savons, c'est pour parler pourrait impliquer des parties en mer de Chine orientale. Mais cela concernera principalement la zone économique exclusive ainsi qu'une étendue continentale. Représenté par le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, cette étape constitue le plus haut niveau du dialogue bilatéral frontalier maritime en des décennies. Il apportera des directives claires pour les actions et la coopération entre les pays et servira aussi de bon exemple pour résoudre les différends maritimes en Asie de l'Est. D'autres questions pourront se voir également impliquées, telles que le développement des ressources et la recherche scientifique marine. Donc ces pourparlers ont de grandes chances d'impliquer les questions de démarcation et de coopération. Les discussions pourraient également résoudre les différends liés à la pêche entre les deux pays et améliorer la stabilité à l'avenir en mer de Chine orientale. Il y a aujourd'hui environ 200 démarcations maritimes et plus de 90% sont le résultat de discussions bilatérales, soit une pratique commune. Normalement, les discussions comme celle-ci peuvent durer plusieurs années. Dans ce cas, cela montre que la Chine et la Corée du Sud ont choisi de résoudre les différends par le biais de la pratique commune internationale. L'île tropicale de Hainan, située à l'extrême sud de la Chine, est une destination touristique très prisée, pas seulement des Chinois, mais aussi des étrangers, notamment en hiver où la température tourne autour de 20 degrés. En ce début d'hiver, je vous emmène au 16e carnaval de Hainan, événement annuel qui ouvre la saison hivernale. Était présent à la cérémonie d'ouverture du 16e carnaval du tourisme international de Hainan qui se déroule cette année du 27 novembre au 27 décembre à Haikou, chef-lieu de la province de Hainan. Plus de 300 invités originaires de Corée du Sud, de Malaisie, du Myanmar, des Philippines et d'autres provinces chinoises.
le vice-gouverneur de la province et le gouverneur de Jeju, province sud-coréenne jumelée avec Hainan, ont tous deux prononcé un discours en chinois. Les artistes locaux et étrangers, allemands et sud-coréens, ont offert un spectacle joyeux. 30 candidates au titre de Miss Monde ont défilé. La finale du concours Miss Monde aura lieu mi-décembre à Sanya, une cité balnéaire très connue de Hainan. Plusieurs milliers d'étudiants, de touristes et d'habitants de Hainan assistaient au spectacle. Hello, we are from Thailand. Welcome to 2015 Hainan International Marine Tourist. Yay! We are some musicians from Bavaria and Austria, and we love to come visit your city here in China, in Haikou, in Hainan. 中国传统的文化在海南岛有着非常浓烈的体现。海南岛还有这个我们本地的3000年生活历史的这个黎族人。Outre la cérémonie d'ouverture, l'exposition internationale du tourisme littoral de Hainan est également ouverte au public. Des stands représentant différentes villes de Hainan, des provinces chinoises et des pays asiatiques comme la Thaïlande et la Corée du Sud permettent au public de découvrir la richesse du tourisme littoral et les diverses activités de voyage. Roulotte, camping, cyclisme, yacht, golf sont tous présentés. 将会开发一大批新的旅游业态，你比如说医疗旅游、体育旅游、教育旅游、热带农业公园等等这些一系列的这些新的业态和产品呢，将会使得我们的旅游产品向高端化、度假化发展。 Des dizaines d'événements festifs ont lieu en marge du carnaval de Hainan dans différentes villes de l'île. Mais si vous recherchez quelque chose de plus tranquille, je vous propose de prendre un thé dans la forêt des pluies du mont Wuzhi. Il y fait frais en été et doux en hiver. La température moyenne est de 20 degrés. Sur le flanc du mont, en empruntant une passerelle en bois longue de 2000 mètres, vous trouverez des plantes tropicales rares et des arbres millénaires. Le thé est la principale culture du mont Wuzhi. Grâce à un climat propice, on y fait jusqu'à 9 cueillettes par an. 我们这个周边的环境是没有污染的，我们的空气、我们的水、我们的土壤都是非常干净的。所以的话呢，再按照传统的这种农耕的，用传统的农浆肥呀，不要除草剂啊，也不要化肥农药啊。然后的话呢，防虫靠什么呢？就靠这种天然的、自然的屏障。 La maison de thé Yessian se trouve juste au pied du mont Wuzhi. Les touristes sont invités à y prendre le thé ou à y apprendre à faire du thé. 我们的茶叶就是因为高海拔、低纬度，我们是离赤道最近的，我们1年的光照的时间非常的长，所以呢，它这种叶片充分的光合作用，它营养成分积累的很多，多酚的含量我们会在38.5，就每100克有38.5毫克的茶多酚，就抗氧化性能是很高的。那么昼夜温差大呢，氨基酸合成也多，所以它又甜又香又滑。 200 agriculteurs cultivent et sélectionnent le thé conformément aux normes unifiées de Madame Zheng. Les habitants de Hainan trouveront le thé Yessian dans les boutiques, les supermarchés et dans l'aéroport. Pour la clientèle lointaine, le thé peut s'acheter en ligne, principalement dans les grandes métropoles chinoises et les pays d'Asie. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Bonne suite de programmes sur notre antenne et à demain.